Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 1003, un chapitre que j'ai particulièrement aimé et encore plus que les deux précédents parce qu'il y a plus que des combats. Même si j'avais encore envie d'une suite, je trouve que ce chapitre était assez rempli et surtout, on a eu des moments badass dont on va parler durant la vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Lock Pause. Ensemble, on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. On a bientôt atteint les 30K et c'est juste fou. Bientôt un nouveau concours sur Instagram pour gagner le jump du chapitre 999 et celui du chapitre 1000. Sans plus tarder, commençons la vidéo. Le chapitre reprend sur les événements de la fin du chapitre 1002. En effet, on avait laissé Luffy en train d'attaquer Kaido avec de multiples coups de poing et ce chapitre nous présente la suite de ses coups. Des coups de la part de Monkey D. Luffy qui en étonne plus d'un. Big Mom est étonné de voir Kaido se ramasser autant de coups et Kid est également surpris des attaques de Luffy. Des attaques qui blessent Kaido et qui le font même saigner. Des coups qui laissent sans mots Charlotte Linlin qui appelle Kaido et Kid qui a une tête bien surprise. Le dernier coup donné par Luffy envoie Kaido au tapis au point de créer comme une explosion sur le crâne de Nigashima. Luffy se retrouve à bout de force après cette attaque et dégonfle. Tout l'air qu'il contenait dans sa forme Gear Force se libère, ce qui choque Kid qui pense qu'il s'agit d'une attaque ennemie vu qu'il demande quand est-ce que Luffy s'est fait avoir. Seulement, Law est là pour lui expliquer que ce n'est qu'un effet secondaire du Gear Force et que Luffy sera à court de haki pendant les 10 prochaines minutes. Une information que l'on connaissait déjà et qui n'a pas changé. J'ai vu que beaucoup s'en sont plaints, disant que ce n'était pas normal que Luffy n'ait pas progressé de ce côté-là. Mais dois-je rappeler que le haki n'est pas illimité et que Luffy dans sa forme du Gear Force utilise constamment son haki, ce qui est totalement différent d'un Kid, Law ou d'un Zoro qui utilisent leur haki à des moments clés de leur attaque et non pas constamment. De plus, Luffy a attaqué 2 fois plus Kaido que les autres supernovas, sachant qu'il est le seul à avoir utilisé le Ryo avancé, ce qui n'est pas non plus sans conséquence. Pour en revenir au chapitre, Kid comprend alors que c'est un pouvoir qui comporte un risque, mais il ajoute d'un air sérieux, je cite, « Mais si toutes ces attaques ont fait mouche, alors 3 petits points. » Ce qui sous-entend que même Kid comprend et admet malgré son côté têtu l'importance ici de Luffy. Parce qu'il comprend que les coups de Luffy sont ceux qui infligent le plus de dégâts à Kaido pour le moment. Pour continuer, Big Mom rigole de Luffy qui a atteint sa limite et l'attaque avec Hahanohi, une technique enflammée. Mais Zoro sauve et porte Luffy et s'écarte alors du rayon d'attaque de Big Mom. Zoro-Luffy, meilleur duo de One Piece, je veux rien savoir. De leur côté, Kid et Killer vont attaquer Kaido qui se relève en disant qu'ils doivent lui porter le coup final, tandis que Law attaque Big Mom avec son counter-shock. Big Mom lâche un cri nous laissant penser qu'elle a été blessée. Kaido se lève du sol et crée une tornade emportant les supernovas. Zoro dit que ça doit être une blague vu que Kaido crée une catastrophe naturelle en plus. Luffy de son côté remercie son second qui l'a sauvé et qui le porte constamment. Sauf que malheureusement, la tornade est trop forte, ainsi Luffy et Zoro se font emporter par le vent. Luffy se fait manger par Kaido et Zoro réagit en disant à Kaido qu'il ne va pas le laisser bouffer son capitaine. Zoro utilise son Kokujo o Tatsumaki, une attaque qu'il a utilisée sur l'île des hommes poissons pour créer une tornade pour contrer la tornade de Kaido. Une lame traverse la tornade de Kaido et le fait saigner. Kaido se rend compte que l'épée de Zoro a un étrange haki. Killer est étonné de voir que l'attaque de Zoro a réussi à trancher ses écailles, ce qui sous-entend que Killer n'a pas encore réussi cette prouesse. Une manière de nous montrer ici selon moi la puissance de Zoro qui commence de mieux en mieux à maîtriser Enma en lui insufflant plus de haki. Encore quelques attaques pour parfaire sa maîtrise de Enma et Zoro pourra alors trancher Kaido et le blesser plus profondément. Avec cette attaque, Kaido recrache Luffy. Même Big Mom était étonné de voir que ce gamin, soit Zoro, a réussi à entailler Kaido. Un espoir qui hisse pour l'instant les deux Mugiwara, Luffy et Zoro, au sommet des supernovas en termes de ceux qui peuvent blesser Kaido. Ce dernier remarque alors que les katanas est en réalité le katana de Den. Kaido dit clairement « Ça peut m'atteindre, c'est le katana de Den, pas vrai ?» laissant sous-entendre que Zoro n'aurait pas pu trancher Kaido sans ce katana. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Enma est sans nul doute un gros power-up de Zoro, on le sait, et bien entendu elle a eu un gros rôle dans la blessure de Kaido. Mais Zoro est tout de même celui qui a réussi à apprivoiser Enma, et ça, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Kaido répond à la provocation de Zoro qui a répondu à sa tornade par une tornade. Et ainsi Kaido utilise une nouvelle attaque,
Tatsumaki Kaifu, une énorme tornade de vent destructeur encore plus dangereuse que la précédente. Zoro porte Luffy et court priorisant la sûreté de son capitaine, pendant que Kid Killer et Law dévient les pales du vent. Zoro nous a fait une masterclass dans ce chapitre et j'apprécie particulièrement son attaque Tatsumaki qui a infligé des dégâts à Kaido et qui lui a fait reconnaître le katana d'Oden. Comme je vous l'ai dit, le chapitre met plus de lumière sur les deux Mugiwara. Le chapitre continue sur une toute autre ambiance. Le combat au-dessus du dôme a créé un énorme tremblement de terre et plein de gravats sont tombés sur le champ de bataille en contrebas. On a l'occasion de voir la tête d'Orochi couchée sur le sol, là où Kaido l'avait décapité. Le chef du CP0 dont on ne connaît pas l'identité se plaint de la mort d'Orochi qui était son partenaire commercial et est dérangé que le banquet se soit transformé en guerre. Personnellement, je vous l'ai toujours dit, mais Orochi n'est pas mort. Oda n'aurait pas décidé de lui attribuer le Zoan du Yamate no Orochi si c'était pour le faire mourir d'une décapitation. Le Yamate no Orochi, dans les légendes japonaises, est connu. C'est un monstre qui a 8 têtes et le seul moyen de le tuer est de lui trancher ses 8 têtes. Il n'est pas comme l'hydre dans la mythologie grecque, en effet l'hydre a la capacité de se faire repousser en double le nombre de têtes coupées. Mais le Yamate no Orochi doit se faire couper toutes ses têtes pour mourir. Ce qui n'est pas le cas ici. Si Oda voulait faire mourir Orochi d'une décapitation et d'une trahison, il lui aurait donné un autre fruit du démon. Orochi n'a pas l'air malin au premier abord, mais s'il a appris quelque chose en étant un Kurozumi et en étant éduqué d'une certaine manière par la vieille dame, c'est qu'il ne faut pas se fier aux apparences et toujours garder un potentiel doute. Ainsi, la tête que Kaido a coupée n'est pas la tête principale d'Orochi, mais bien une particularité de son Zoan mythique. De plus, s'il y a eu un zoom sur la tête de Orochi, selon moi c'est bien parce que quelque chose se cache derrière. Comme on le voit dans la suite du chapitre à l'intérieur du château d'Onigashima, on retrouve le CP0, ils sont assis et déterminent la situation. Le chef du CP0 comprend totalement qu'après la chute de Doflamingo, l'affrontement entre la pire génération et Kaido était inévitable. Seulement, il dit bien que l'alliance entre les pirates et les samouraïs doit faire partie du destin, et il n'a pas tout à fait tort sur le mot utilisé. Il ajoute aussi que si deux Yonko tombent ensemble dans cette guerre, l'avenir du monde sera complètement imprévisible étant donné que le monde est déjà sur le point de changer drastiquement. En effet, n'oublions pas l'abolition des Shichibukai et la nouvelle concernant Sabo et Alabasta. Mais il ne croit pas que les samouraïs puissent gagner car cette bataille ne se terminera pas même s'ils éliminent Kaido ou Big Mom. En effet, dans d'autres guerres, vaincre le général adverse est suffisant. Mais ici, la guerre ne prendra pas fin même lorsque la tête du général adverse sera tombée. En effet, les trois calamités sont encore présentes et ne sont pas encore vaincues. Et s'ils ne le sont pas, les forces des samouraïs seront anéanties. Deux agents du CP0 jouent au Go. Les pièces blanches représentent les samouraïs et les pièces noires représentent l'armée de Kaido. On a ainsi la possibilité de savoir l'écart de force et le nombre restant dans les deux parties adverses. Les samouraïs sont au nombre de 5400 hommes et on en a perdu 400. Les hommes de Kaido étaient 30 000 mais ils en ont perdu 3000. Il leur reste donc 27 000 ennemis. Un rapport de force assez incroyable étant donné que les pertes du camp adverse sont bien plus nombreuses que celles du camp allié. Bien entendu, il faut prendre en considération le fait que les alliés ont pris chacun une centaine d'adversaires, mais il ne faut tout de même pas sous-estimer les samouraïs qu'on va qualifier de lambda. Chaque pièce du jeu de Go représente 1000 hommes, ainsi on peut apercevoir que les rebelles n'ont plus que 5 pièces, tandis que les adversaires en ont encore 27. Et surtout, on peut voir que les alliés n'ont aucune échappatoire. On peut aussi remarquer qu'il y a une femme avec un papier marqué d'un œil sur son visage. Elle a exactement le même masque que porte Bao Hyang, une headliner de l'équipage au 100 bêtes. Elle est celle qui communique les informations sur le nombre restant des soldats dans les deux camps. La marque qui est dessinée sur le papier est un œil, un signe qu'on retrouve également sur le torse de Who is Who, sachant qu'en plus dans le chapitre 981, Who is Who est vu d'accompagner de son ancien équipage. Parmi eux se trouve un homme de profil qui a l'air de porter le même masque que Bao Hyang et que la femme de ce chapitre. Ainsi, il n'est pas étonnant de penser qu'ils sont en réalité reliés à Who is Who et que ce dernier pourrait être en réalité relié d'une manière ou d'une autre au CP0. Depuis que l'on sait que Who is Who connaît Jinbei et ce avant qu'il ne démissionne de son rôle de Shichibukai, les théories sur son identité se sont plus tournées vers un prisonnier d'Impel Down ou encore un ancien pirate que Jinbei a capturé. Mais ici, Who is Who était un infiltré du CP0.
il n'est pas impossible que Jinbei et Huizu se soient rencontrés donc à Marineford dans des circonstances qui ne nécessitaient pas que Huizu dévoile son fruit du démon. Car en effet, Jinbei découvre le fruit du démon de ce dernier et on peut donc imaginer qu'il n'y a pas eu de combat entre les deux. Revenons à notre CP0. En même temps que son discours, on a droit à quelques petits passages sur les événements de la guerre. Le combat Franky vs Sasaki continue. Sanji a un air paniqué avec du sang sur sa tête. Selon moi, il est certain que Robin est venu pour prendre le relais et que son air paniqué provient de l'arrivée de Robin face à Black Maria. Beaucoup de ses antifans utilisent déjà l'argument de le voir paniquer avec du sang sur la tête pour le descendre, alors qu'on ne sait même pas ce qu'il en ressort, c'est pitoyable. Pour continuer, on voit Nami, Usopp et Tama. Ulti a l'air de leur courir derrière, mais rien n'est sûr. On aperçoit aussi Jinbei se battre. Rappelons qu'il est contre Huizu. Par la suite, on voit également Yamato se lever avec Shinobu et Momonosuke derrière. Est-ce qu'ils se préparent au combat? Est-ce qu'ils ont un plan en tête? Bonne question. S'il y a quelqu'un qui doit rejoindre le combat, ce serait Yamato seulement. Les deux autres ne doivent pas le rejoindre. Momonosuke doit rester safe pour qu'il ne soit pas pris en otage et qu'il ne puisse pas être utilisé contre son propre camp. Cette page finit sur un sourire de la part du chef du CP0 qui se réjouit et qui dit aux pirates de détruire le plus possible. En effet, même s'ils étaient là pour faire du business avec Orochi et donc Kaido, il ne faut pas oublier que le gouvernement mondial souhaite leur chute avant tout. Quelle que soit la fin de cette guerre, ils en ressortiront gagnants. Moins de pirates seront en vie. Pour le CP0, l'issue de la partie est prévisible. Seulement, il est certain que l'Alliance finira par gagner. Et surtout, le CP0 ne prend pas en compte les parties extérieures qui peuvent venir en renfort à l'Alliance. Une vidéo sur 2 de ces renforts va bientôt sortir, donc soyez présents. On est de retour sur le toit du dôme d'Onigashima. On retrouve Law, Kid étonné et Luffy qui est épuisé. Kaido se transforme enfin dans sa forme hybride. On voit sa silhouette debout dans la fumée avec Big Mom à côté de lui. On peut constater que sa forme hybride est géante. En effet, Big Mom seule est de base bien plus grande que Kaido dans sa forme humaine. Ici, elle est debout sur Zeus qui est normalement à quelques mètres du sol et pourtant la forme hybride de Kaido est tout de même plus grande qu'elle. D'ailleurs, on peut remarquer aussi la différence de taille avec le Kanabo de Kaido. Il a l'air d'être beaucoup plus petit que quand Kaido est dans sa forme humaine. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Kaido dit à Big Mom en rigolant que les choses deviennent intéressantes et cette dernière lui répond qu'elle ressent exactement la même chose. Le chapitre finit sur une transformation tant attendue de la part de Kaido qui nous laisse sur notre faim et surtout sur deux Yonko qui rigolent de la situation. Une situation qu'ils n'avaient pas vécue depuis longtemps où ils vont enfin pouvoir s'amuser. En note de fin de chapitre, on a « Les deux plus puissants se dressent fièrement » et ça veut tout dire. Rien que le rire de fin de chapitre et leur manière d'être détendus donnent tort à tous ceux qui les ont sous-estimés par rapport au fait qu'ils se faisaient toucher facilement. Par rapport à Kaido, beaucoup étaient déçus de lui et du fait qu'il soit blessé par les attaques des supernovas. Ils n'ont juste pas compris le personnage de Kaido qui ne prend rien au sérieux et qui veut juste s'amuser. Ces lecteurs ont eu la même réaction il y a 10 chapitres quand on a vu que les fourreaux rouges blessaient Kaido. On leur avait dit la même chose que maintenant et comment ont fini les fourreaux rouges? Tous au sol. 7 sur 9 étaient inconscients et ils étaient tous dans un état pitoyable. Et maintenant qu'il se passe la même chose avec les supernovas qui arrivent à blesser superficiellement Kaido, ces lecteurs retombent tête baissée dans le jeu de Kaido. Bref, tout ça pour vous dire de ne pas sauter aux conclusions facilement sur les Yonko qui pour l'instant se réjouissent de la situation. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Une vidéo assez détendue où j'ai voulu parler du chapitre 1003, de ce qu'il s'y est passé et de ce que j'en pense. J'espère que la vidéo vous aura plu et si c'est le cas, je compte sur vous pour la liker avec votre acquis du likement. Et n'oubliez pas de vous entraîner pour le acquis de l'observation en activant la cloche. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!